J'ai beaucoup de respect pour les word up ou pour la fin des fêtes. Pour les MC qui mènent des combats sans soucier des défaites. Pour les artistes qui défendent des causes, pour ceux qui manifestent. Pour tous ceux qui endossent nos propos puis qui organisent des effets. J'en ai aussi pour les autodidactes qui nous émerveillent. Pour les musiciens qui font que notre langage est universel. Pour les DJ qui scratch, pour les b-boys qui ont nos ruelles. Pour ceux qui pimpent nos paysages, qui graffent en se foutant des règles. Pour ceux qui survivent sans le soutien des industries culturelles. Pour ceux qui réussissent sans cracher sur ce qui se fait d'autre au Québec. Pour les capsules blast, pour ceux qui savent que TU c'est le best. Bref, pour tous ceux qui supportent des Suèdes depuis 2007. Donc, à Verso aujourd'hui, on est avec un rappeur depuis 1999, la moitié de Désuet plein gré depuis 2007, un soldat de l'underground et un prof de socio au cégep. On est avec Elmé. Comment ça va? Ça va bien, man. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. On est là pour parler de la fin des faibles. On réinvente pas la roue. C'est ce qui vient d'arriver. C'est la série d'entrevues et là-dessus. Je commence toujours en posant la question, maintenant que ça fait quelques mois que c'est arrivé, que tu as un certain recul, comment est-ce que tu te sens par rapport à l'expérience? Écoute, je me sens vraiment bien. Je me sens privilégié d'avoir été dans les 16 candidats. Il y avait vraiment plein de gens qui se sont inscrits. Il y en a plein qui auraient mérité d'être là. Donc, moi, je me sens privilégié. Je suis vraiment satisfait du rendu. Je trouve que toute l'équipe derrière le projet a bien travaillé. Quand on a participé à cette émission-là, on n'avait aucune idée de qu'est-ce que ça allait avoir l'air comme rendu. On a découvert ça en même temps que tout le monde, donc je suis vraiment satisfait d'un point de vue auditeur, puis je suis content des performances, donc je ne peux qu'apprécier cette expérience-là, surtout que je vois plein de gens me découvrir. Comme tu l'as mentionné, je rappe depuis 99, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui m'ont découvert dernièrement que pendant mes 20 ans d'expérience, donc ça se prend très bien, c'est flatteur. Ouais, c'est intéressant. Il y a plusieurs rappeurs qui l'ont mentionné que c'était vraiment la plus grande exposition qu'il y avait eu puis que ça faisait une grosse différence. Est-ce que tu sens que tu te rends compte peut-être qu'il y a une certaine demande pour le type de rap que tu fais, que tu n'étais peut-être pas conscient que cette demande-là existait? Ben en fait, moi j'ai toujours écouté du rap qui passe des messages, du rap qu'on peut qualifier de rap engagé de façon générale. Puis effectivement, depuis que je fais ça, on a tendance, moi j'ai entendu beaucoup plus souvent que l'inverse, des discours qui disent ben, le rap engagé, rap moralisateur. Puis on a eu quelques exemples, on pense à Loco Locas qui était un icône du rap souverainiste, mettons, mais qui n'a jamais été vraiment accepté au milieu de la scène hip-hop. Il y a tout le temps eu un dire ben là, Loco Locas c'est pas vraiment du rap, on a toujours eu ça. Puis ça l'a collé beaucoup à l'étiquette du rap engagé, j'ai l'impression, le côté, ben ceux qui ont un discours savent pas rapper, puis ceux qui savent rapper, ben là, ils parlent d'eux-mêmes, puis ils disent qu'ils sont bons, mais d'être capable de faire du rap technique en disant quelque chose, moi, c'est toujours ça qui m'a inspiré. Donc, ça va un peu de soi. Je pense qu'avec le temps, en vieillissant, c'est plus facile de prendre position que quand tu as moins de choses à dire. Mes études m'ont certainement aidé aussi à me forger un peu mon style, mais définitivement que je me plais dans ça, mais je suis agréablement surpris quand je vois les commentaires que je reçois, les gens qui me disent enfin quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire tu devrais écrire des textes pour les juges, puis je suis comme ben là, les juges, moi je les adore, je les admire, là, j'écoute leur musique, puis je suis capable de comprendre le propos de dire ben ça serait cool que ces juges-là il y ait des messages plus concrets, parce que souvent ils vont tomber dans, on pense au morceau Épitaphe, qui est un peu un brag carrément. Il y a Soulja qui, à la limite, il réussit à avoir des messages à travers ça quand même. Mais, mettons, au verse de Corias, qui est très brag, mes parents, moi, ils écoutent ça, puis ils sont comme... Ils parlent de Gino Chouinard, mais, ils comprennent pas trop les références, puis ils sont comme... Entre faire une référence à Simone de Beauvoir ou Gino Chouinard, c'est pas le même degré, mais en même temps, moi qui est dans la scène, qui écoute ça, je suis comme, moi, mais les références sont hyper travaillées aussi, d'être capable de se lever tôt pour, il y a plein de double sens que les gens n'ont pas nécessairement, vont pas nécessairement comprendre quand t'es pas dans la scène. Puis c'est facile d'un point de vue extérieur de se dire, ben moi je veux un rappeur qui dit des choses intelligentes, tu sais. Mais c'est pas juste d'avoir un propos intelligent, c'est la forme, la façon qu'on l'amène. Puis je pense que c'est ça qu'on a à apprendre des pionniers qui sont là dans la scène. Puis chaque style de rap va nous faire évoluer sur un point. Puis il faut pas se centrer sur... Tu sais, je dis que j'écoute beaucoup de rap conscient, mais je suis capable d'écouter d'autres genres de rap également, puis je suis capable d'apprendre de chacun. Quand je dis que je trippe sur le rap technique,
Tu sais, moi, j'étais un grand fan du casse-croûte, là, à l'époque. Genre, moi, j'ai écouté ça en loop. Puis les paroles du casse-croûte, c'est pas toujours très rap intelligent, mettons. Là, on est beaucoup dans les grosses rimes provocantes. Mais moi, j'adorais ça également. Tu sais, le côté punchline, tu peux très bien écouter du casse-croûte pour apprendre à faire des bons punchlines. C'est parmi la meilleure école au Québec, tu sais. Mais après ça, je m'inspire de justement un peu du meilleur de tout le monde pour faire ce qui me ressemble le plus, tout simplement. Elmé, dans tes textes, particulièrement dans tes acapellas performés à la fin des Faibles, tu fais beaucoup l'éloge de la langue française. Tu parles aussi d'insécurité linguistique. Est-ce que tu penses que le fait que l'émission La fin des Faibles en fait que le End of the Week a dû complètement se franciser pour pouvoir s'adapter à la télévision, ça fait preuve d'une insécurité linguistique chez le peuple québécois? Ben, c'est une grande question. Je pense qu'il faut comprendre d'où découlent les mesures quand on s'intéresse aux balises, quand on pense à la télé comme Télé-Québec, quand on pense aux diffuseurs, on peut penser à la radio, hein, avec les quotas de musique francophone. Il y a plusieurs mesures qui existent au Québec. Pourquoi ça existe? C'est pas pour rien. Hein? Il y a quand même un fondement derrière ça. Pour rebondir un peu avec l'entrevue que tu as faite avec Basics, vous parliez justement de la richesse de Montréal, hein, de pouvoir être bilingue, d'avoir des rappers qui sont capables de changer de langue. C'est super beau quand on se compare, vous le mentionnez, on voit pas ça beaucoup ailleurs. Mais qu'est-ce qui explique ça? Puis Basics le mentionnait lui-même, hein, au Canada, c'est anglais. Là. On va ailleurs, puis ça ne sera pas bilingue. Là. C'est vraiment propre au Québec, propre à Montréal surtout. Mais qu'est-ce qui explique cette richesse-là? C'est justement qu'on a eu des mesures tu sais, la loi 101, il y a différentes choses qui existent pour baliser, pour encadrer le français, pour le valoriser, pour faire en sorte que même les anglophones d'ici finissent par apprendre le français et ils voient comme une bonne chose. Puis c'est ce qui permet d'avoir la richesse qu'on a à Montréal. Est-ce que après ça, si tu me demandes, est-ce que je suis déçu de savoir que c'est seulement en français pour la fin des Faibles? Certainement. Moi qui est là depuis 10 ans dans les End of the Week, j'ai vu la richesse que les MC anglophones peuvent apporter à cette compétition-là. Mais après ça, est-ce que tu me demandes si c'est une bonne chose qu'on aille des mesures qui viennent réglementer ou baliser l'utilisation ou valoriser le français au Québec? Certainement également. Puis moi, j'ai pour mon dire qu'on peut régler ça assez facilement. Hein. Si on fait l'indépendance du Québec, on n'en aura plus de problème. On ne sera plus complexé par rapport à la langue. On va même pouvoir assouplir, j'ai l'impression, plusieurs règles pour faire en sorte qu'au Québec, il n'y a pas de mal à être bilingue parce qu'on a un pays, on est plus complexé, on se sent plus menacé d'un point de vue culturel, puis ça peut tout changer. Est-ce que promouvoir l'indépendance, c'est le genre de message que tu aimerais continuer à mettre de l'avant dans tes textes? Puis est-ce que tu penses qu'il y a peut-être une résurgence d'indépendantisme qui aurait à se faire à travers le hip-hop au Québec? Ben, moi, c'est quelque chose qui m'habite depuis très jeune, depuis que je m'intéresse à la question. Donc, que ça soit dans mes textes ou pas, je vais toujours militer pour la cause. Pour moi, c'est une de mes convictions profondes. J'aimerais ça vraiment un jour voir le Québec devenir un pays. Après ça, est-ce que c'est quelque chose qui est en pleine montée ou popularité? Ça, je le ressens pas nécessairement. Je pense que c'est important de justement pas se laisser envahir par le discours médiatique depuis plusieurs années, c'est de dire que c'est un mouvement qui est pratiquement mort. À la limite, on voit la résurgence à travers certains groupes identitaires, ce qui fait très peur. Là, quand on voit l'extrême droite en popularité, on voit les manifestations, la réappropriation du drapeau des patriotes. Ça devient de plus en plus délicat de se promener avec un drapeau des patriotes parce qu'il est réapproprié par certains groupes. Mais la seule voie pour moi, c'est de se réapproprier ces symboles-là, de dire non, c'est pas vrai que le drapeau des patriotes va devenir un symbole d'extrême droite. Et c'est important de se réapproprier, de faire des notions d'histoire. Les patriotes se sont battus pour la démocratie, se sont battus pour plusieurs choses qui sont très à gauche également. On comprend que ça date d'une époque également. Il y a plusieurs critiques qu'on peut faire envers les patriotes, mais ça demeure quand même un pan de notre histoire qu'on peut valoriser. Puis je pense que c'est important de se réapproprier ces combats-là. La question de l'indépendance du Québec, qu'est-ce qui devient difficile de plus en plus, c'est de plus en plus gênant de dire qu'on est indépendantiste en raison des amalgames qu'on fait avec les mouvements d'extrême droite. Alors que la question de faire l'indépendance, on peut faire l'indépendance pour différentes raisons. On peut vouloir faire l'indépendance pour différentes raisons, puis
moi j'ai l'impression, à la base, hein, le mouvement indépendantiste, c'est un mouvement très à gauche. On parle de socialisme à travers ça, on parle d'extrême gauche même. Donc, moi, je comprends pas comment ça a pu dériver vers ça, mais c'est important qu'il y ait des gens qui sortent médiatiquement parlant pour prendre position, pour dire, ben c'est pas juste ça. Puis plus on va en parler, plus ça va devenir un sujet, ça va être moins gênant d'en parler. Puis ça fait partie des commentaires que j'ai reçus suite à la fin des Faibles. Il y a plein de gens, puis même des artistes que vous connaissez qui ont participé à la fin des Faibles, d'autres dans l'entourage, des gens qui m'écrivent, qui me disent mes textes leur ont donné envie de s'intéresser à cette cause-là. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Que tu dises que tu aimes mes textes, ça me fait plaisir, c'est certain. Que ça te fait réfléchir au point de peut-être changer tes convictions politiques, puis d'aller voter oui pour l'indépendance du Québec. Chris, je vais t'en écrire plus souvent des textes comme ça, si c'est simple que ça prenait, tu sais. Fait que moi, pour vrai, je pense qu'il faut en parler. Puis plus les gens qui ont de l'influence dans la société vont en parler, bien plus ça va devenir un combat qui va pouvoir redevenir d'actualité. C'est intéressant par rapport au retour que tu as reçu. Ça te montre vraiment le pouvoir que peut avoir le rap. Définitivement. Je pense qu'un des problèmes qu'il y a avec la cause indépendantiste, c'est l'inclusion, où il y a beaucoup de communautés qui ne se sentaient pas inclus dans ce combat-là. Peut-être même que l'exclusion des rappeurs anglophones à la fin des Faibles est un petit peu en rapport avec ce sentiment-là de manque d'inclusion. Qu'est-ce que tu as à répondre à du monde qui vont donner cette critique-là par rapport à l'indépendance? Ben, je pense qu'il y a toujours une question de perspective également. Hein. Effectivement, puis là, je comprends que ces critiques-là viendraient certainement plus du milieu anglophone, hein, ceux qui se sentent opprimés dans leurs droits, puis c'est légitime. Ça serait la même chose s'il y avait des rappeurs francophones qui n'avaient pas le droit de s'inscrire à une autre compétition ailleurs. Il y aurait certainement des critiques par rapport à ça, puis je les comprends tout à fait. Après ça, je pense que c'est facile de tomber dans les amalgames entre raciste et le fait qu'on n'est pas assez inclusif et tout. Je pense qu'il faut chercher à comprendre justement, j'en parlais, des mesures qui sont mises en place au Québec pour valoriser la langue. C'est pas des idéaux racistes de vouloir préserver sa culture. Puis la ligne, elle peut être mince entre préserver sa culture et justement piler sur celle des autres. Mais je pense que n'importe qui est capable de comprendre l'idée que de vouloir simplement valoriser ce qu'on a appris à être sans nécessairement vouloir faire en sorte que c'est une culture qui va brimer les autres. Je pense que c'est juste normal. On a tous un peu ce sentiment-là par rapport à nos racines, par rapport à où on vient, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a écouté comme divertissement, comme musique, comme culture, tout simplement. Elmé, je vais un peu changer de sujet. Dans ton deuxième texte libre, texte écrit sur Beat, tu dénonces la violence faite aux femmes. C'est un texte d'ailleurs que j'ai montré à certaines de mes amies et puis un des retours que j'ai eu, c'est ouais, ben là on a un homme qui est en train d'en parler, ben lui évidemment on l'écoute. Est-ce que tu aurais quelque chose à répondre à ça? Ben, je comprends tout à fait ces critiques-là. C'est le genre de sujet délicat sur lequel ça peut être justement questionnable de se positionner. Tu sais, je me suis posé la question avant d'écrire. Puis pour moi, c'est un enjeu qu'il faut aborder, qu'il faut parler. On n'en parle pas assez. Certainement que ça serait encore plus porteur, puis probablement encore plus normal d'écouter ça venant d'une personne qui s'identifie au genre féminin. Mais je pense que c'est important que les hommes le fassent aussi pour pouvoir conscientiser. La culture hip-hop, on ne se le cachera pas, c'est une culture largement dominée par les hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans cette culture-là. Puis il y a encore beaucoup d'hommes qui vont écouter justement plus la parole d'un homme que d'une femme. Donc, pour aborder ces enjeux-là, je pense que c'est triste que ça soit vrai, qu'il y ait un privilège, un double standard par rapport au discours féministe quand ça sort de la bouche d'un homme. Mais c'est pas mal pour autant, puis c'est pas une raison, je pense, pour ne pas en parler. Après ça, qu'on soit un peu indifférent par rapport à mon texte, qu'on n'ait pas nécessairement apprécié, je pense pas que ça vient enlever toute l'importance de parler de ce sujet-là. Puis tant mieux si ça donne envie à d'autres gens d'en parler par la suite. Moi, c'est ça l'objectif que j'ai fait derrière ça, mais je comprends tout à fait les critiques qui peuvent être faites, puis ça peut même être vu comme une forme d'opportunisme. On se le cachera pas, je passe à la télé, c'est un discours qui est mis de l'avant, qui est valorisé, ça paraît bien d'être féministe.
pour un homme, donc, tu sais, on comprend que, je comprends les critiques peuvent être associées à ça. Mais après ça, je pense que j'aurais pu profiter de ma tribune pour parler de plein de choses, puis j'ai quand même choisi d'aborder ce sujet-là. Je pense que c'est l'important, c'est de le faire pour les bonnes raisons, tout simplement. Mais après, j'accepte toutes les critiques par rapport à ça. J'ai vu certaines critiques également sur certains mots, certains détails dans mon texte. Par exemple, je parle qu'il faut protéger nos femmes, nos sœurs, nos mères. Puis là, le nos femmes, la notion d'appropriation. Puis en voyant les critiques, j'étais comme, je comprends que ça puisse choquer à l'oreille. Après ça, c'est toute la question. Mais quand on écrit, on se pose pas nécessairement toutes les mêmes questions. Quand je parle de nos femmes, c'est parce qu'on est souvent en relation avec des femmes, mais je comprends qu'on veut pas les posséder. Mais d'où tout le côté délicat quand on aborde un sujet comme ça en tant qu'homme. Ça fait partie des questionnements. Puis l'important, je pense, c'est d'être ouvert à ces critiques-là, de les écouter. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire. Puis après ça, ben, c'est d'en parler, tout simplement. Ouais, je pense que c'est définitivement les féminicides, que ce soit au Québec, partout dans le monde, c'est un sujet à aborder. Plus particulièrement dans le hip-hop, la place de la femme, c'est un truc qui peut être rapidement problématique. Est-ce que tu as des commentaires, des réflexions à partager sur la place de la femme dans le rap québécois en 2021? Ben, tu sais, encore là, qu'on soit deux hommes à en parler, c'est un petit peu délicat en partant. Mais tout le côté, moi je pense que qu'est-ce qui peut expliquer que les femmes ne sont pas nécessairement aussi présentes? Je pense qu'on peut s'intéresser au discours que les hommes véhiculent. Hein? Je le fais un peu dans mon mémoire de maîtrise, qui est un mémoire qui traite des messages véhiculés par les rappeurs francophones du Québec. Il y a plusieurs propos sexistes, il y a plusieurs propos où on va justement diminuer la parole de la femme ou ses comportements, etc. Donc, c'est pas nécessairement le discours qui va plaire nécessairement systématiquement aux femmes en partant. Puis comment on commence à faire du rap, normalement, c'est parce qu'on écoute du rap. Hein? La plupart des gens ils sont influencés, ils ont aimé quelque chose, ils ont envie d'en faire. Si ça te parle pas comme message, des bonnes chances que tu n'aies pas envie d'en faire. T'sais. C'est pas une question de talent, c'est une question de socialisation, c'est une question de discours qui vient autour de l'art. Puis je pense que c'est probablement autour de ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut prendre conscience des paroles qu'on a. Je peux donner un petit scoop sur le prochain projet de Désuète plein gré. J'ai un morceau qui fait un peu une critique au rap québécois par rapport à ses propos sexistes dans ses pièces. C'est pour conscientiser les gens par rapport à ça. T'sais, on a souvent le réflexe de s'adresser aux hommes. En partant, quand on écrit, on s'adresse aux gars parce qu'on le sait que c'est majoritairement des gars qui vont écouter notre musique. Mais juste ce principe-là, il y a quand même quelque chose de malsain dans ça, dans se disant, ça va être des gars qui vont s'identifier dans ce que je dis, donc je parle aux gars, etc. Alors que ça peut être n'importe qui va écouter notre musique au final. Donc, se poser ces questions-là, j'ai l'impression que ça peut juste conscientiser bien les rappeurs. Puis la majorité des rappeurs le font pas consciemment. Ils vont pas avoir ce type de propos-là de façon vraiment assumée. Il y a des exceptions, bien sûr, mais de façon générale, je pense que c'est beaucoup plus maladroit que mal intentionné. Ouais, je pense que aussi, justement, de favoriser l'inclusion, toute culture qui est le plus diversifiée possible, c'est une marque que la culture est en santé, que tout le monde se sent interpellé. Après, c'est sûr que le hip-hop va jamais plaire à tout le monde. Je sais pas pour d'autres, mais moi, perso, que les shows soient tout le temps remplies seulement de garçons, etc., ben, à un moment donné, c'est OK. Tu sais, moi, on aime ça, avoir une certaine diversité dans le monde qu'on croise en général. Donc, je pense que c'est normal de vouloir que notre communauté reflète ça. Mais la culture hip-hop, en soi, c'est une culture inclusive. C'est supposé être justement, tout le monde est le bienvenu, peu importe ton genre, peu importe ton âge, peu importe ton ethnicité. En réalité, peu importe ton genre, c'est probablement le palier qui pose le plus de problème parce qu'effectivement, quand on parle de hip-hop, on parle d'une culture multiethnique dans laquelle il n'y a pas de discrimination par rapport à l'ethnicité, tout le monde est le bienvenu. Par rapport, c'est les femmes, ça, on n'est pas encore rendu à une équité par rapport à ça. On va avoir encore juste quand on se présente, hein, quand on est un rappeur, puis qu'on connaît déjà tous les rappeurs, puis qu'on est avec notre copine, comment qu'on se présente aux autres? Ben moi je suis Elmé, ça c'est ma blonde. Pourquoi elle devient ma blonde puis qu'elle n'a plus un nom? Hein, on a tendance à avoir des réflexes comme ça. Puis là, je suis pas en train de dire que je fais exception à tout ça, là, mais c'est des réflexions qu'il faut avoir en tant que rappeur quand on se présente, quand on voit les autres.
d'accorder le même respect à tout le monde dans notre culture, dans notre communauté, pour que les femmes se sentent incluses dans nos spectacles, dans nos événements, qu'elles se sentent les bienvenues. Je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là. Ouais, je pense aussi par rapport à les différentes orientations sexuelles, la communauté hip-hop a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, quand on parle justement d'inclusion, qui sont quand même des principes de base de la culture. Définitivement. Hein? Puis là, on peut faire des liens avec le battle rap. Quand on regarde c'est quoi les insultes les plus courantes dans le battle rap, on revient tout le temps à la question de l'orientation sexuelle, les identités de genre. On tourne beaucoup autour de ça. Mais... De moins en moins, on espère, du moins. C'est quelque chose, je pense, qui est de moins en moins normal dans la sphère du battle. Je pense Certainement, si on regarde les vieux battles, contrairement à aujourd'hui, il y a quand même une moins grande utilisation. Là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, par exemple. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Aimé. Je pense qu'on s'est attaqué à des gros sujets. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'en faire le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as parlé d'un prochain album de Désuet Plein Gré qui se prépare. Est-ce que tu as envie de nous parler de ça vite fait? Oui, en fait, j'ai un projet de vinyle avec Désuet et Ugly Pitch, donc un projet de split vinyle pour les gens qui connaissent un peu le concept. Donc, un côté Désuet, un côté Ugly Pitch. Donc, ça permet d'avoir justement moins de copies à réussir à vendre. Donc, rentabiliser le tout. Projet de vinyle pour Désuet. Sinon, je prépare un premier album solo également. Donc, ça fait longtemps que je roule avec Désuet. Mais je me lance le défi pour 2021 d'arriver avec un premier album solo également. C'est un long processus. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'aller vers ça parce que en travaillant avec TU, c'est difficile de s'imaginer que je pourrais trouver un sens à travailler avec d'autres gens. Moi, je considère que TU, c'est un des meilleurs dans ce qu'il fait. Mais ça permet d'aller explorer d'autres sphères, d'aller sortir un petit peu de l'univers de Désuet, même si j'irai pas nécessairement tomber dans le trap pour mon album, mais ça vous donne quand même une petite idée. Il y a d'ailleurs un morceau qui s'intitule La fin des faibles qui va sortir très prochainement en vidéoclip, donc même nom que l'émission, ça devrait plaire aux gens qui ont aimé le concept. Je m'imagine rôder dans mes propres neurones à la slick, un baluchon à la main en train de ramasser ce qui m'inspire. Dans mon autre main j'ai un pickaxe pour miner mes rimes, focus sur le travail et non l'envie de pouvoir me donner en spectacle. Too bad, je suis dans ma bulle, pas question que tu l'éclates. Non homie, sinon je ramasse l'eau savonnée puis je t'efface. Squeak, squeak.